Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de lecture des grands contes de Suisse. Cette fois-ci, nous allons découvrir les contes du canton de Vaud. J'espère que vous êtes prêts car c'est parti. Le dragon du Mauvairan. Il y a longtemps, sur les pentes du Mauvairan, on croisait l'été marmottes et bouquetins. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le Mauvairan hébergeait un autre animal. Une légende prétendait qu'un dragon se cachait l'été dans une grotte et qu'il ne sortait que la nuit. Existait-il vraiment? Les enfants de la région se posaient la question. Les téméraires s'imaginaient en chevalier des airs, explorant avec lui les beaux paysages du canton de Vaud. Les peureux étaient terrorisés à l'idée que ce cracheur de feu vivait près de chez eux, et pour les incrédules, un dragon en pays vaudois, c'était n'importe quoi. Et pourtant, si l'on observait attentivement certaines empreintes sur le sentier, le doute n'était plus permis. Un dragon semblait bien vivre ici, mais pourquoi ne sortait-il que la nuit? Ce dragon préférait vivre en ermite. Il avait bien remarqué que les gens n'appréciaient guère la compagnie des dragons. Mais ça lui était bien égal. Lui non plus, il ne les aimait pas. Alors la journée, il restait caché à dormir ou à bougonner. Et il attendait impatiemment que tout le monde dorme pour sortir se dégourdir les ailes. Il adorait ces moments de solitude où la nuit lui appartenait. Son jeu préféré était de décrire des grands cercles dans le ciel en crachant du feu. La voûte céleste se couvrait alors de magnifiques traînées d'un beau rouge orangé. Il avait l'impression d'être un artiste qui peignait sur la toile du ciel. Une nuit, il passa près d'une fenêtre, et là, quelle surprise! Une petite fille contemplait son œuvre, le regard plein d'admiration. Le dragon en eut le cœur gonflé de joie. En parant le ciel de mille et une couleurs, lui, le dragon, avait accroché des paillettes dans les yeux d'une fillette. Depuis cette nuit-là, le dragon se sent investi d'une mission. Chaque été, il rivalise donc d'ingéniosité et de créativité pour émerveiller les enfants, mais aussi les grands, mêlant à des tons orangés, des rouges flamboyants. Le dragon, auparavant si solitaire, est attendu chaque soir par ses admirateurs. Et finalement, ça ne lui déplaît pas, il en oublierait presque d'être bougon. À la fin de l'été, le dragon épuisé part se reposer dans le lac des Chavonnes ou celui de Bretagne. Et c'est lui qui, au printemps, fait fondre la glace en se réveillant. L'or blanc. Il y a fort longtemps, au XVe siècle, un jeune chevrier arpentait les chemins en compagnie de son troupeau. Il emmenait ses chèvres sur les hauteurs d'Olon en direction du village de Panex. Là-bas, elles pouvaient brouter à loisir l'herbe verte et tendre des vastes prairies. Le chevrier sifflotait et était de belle humeur. Ah, comme il aimait son métier et cette magnifique contrée! Pour rien au monde, il n'aurait voulu en changer. Ce jour-là, le soleil brillait haut dans le ciel, recouvrant le paysage de doux reflets dorés. Les chèvres aussi semblaient apprécier la promenade et bêlaient joyeusement. Le soleil tapait de plus en plus fort et les chèvres commençaient à souffrir de la chaleur. Le chevrier décida donc de trouver un point d'eau où elles pourraient s'abreuver. Il aperçut non loin de là une source. Parfait, se dit-il, c'est l'heure d'une pause bien méritée. Et il emmena son troupeau jusqu'à la source. Les chèvres fatiguées et assoiffées se précipitèrent pour se désaltérer. Du calme, s'exclama le chevrier. Pas de bousculade, il y en aura pour tout le monde. Il s'assit à l'ombre d'un arbre, et après avoir bu quelques gorgées de sa gourde, il s'assoupit. Quand il se réveilla, il vit tout étonné que ses chèvres étaient encore agglutinées autour de la source,
même si c'était bien de l'eau qui coulait de la source. Il décida d'en avoir le cœur net. Cela ressemblait bien à de l'eau, mais quand il en mit quelques gouttes sur ses lèvres, il découvrit avec étonnement que l'eau avait un goût étrange. On aurait dit de l'eau de mer. C'est impossible, se dit le chevrier. La mer ne peut pas arriver jusqu'ici. Mais alors, comment se fait-il que cette eau soit salée? Le chevrier décida d'abord de vérifier que c'était bien du sel. Il emprunta un chaudron dans une maison et y fit bouillir de l'eau de source. L'eau s'évapora, laissant apparaître au fond du chaudron une pesée de sel. Le chevrier n'avait donc pas rêvé. Il venait de découvrir la toute première source salée de Suisse. Fou de joie, il lança son chapeau très haut dans le ciel et se mit à danser avec son chien. Les habitants des alentours accoururent de toutes parts, fêtant le héros du jour qui avait trouvé un véritable trésor. À l'époque, en effet, le sel était très recherché car, pour conserver les aliments durant tout l'hiver, il fallait les saler. Il n'y aurait donc plus de disette. La bonne nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et marqua le début de la ruée vers l'or blanc. Le lac des Chavonnes. Dans le château du seigneur de Pontvert, une douce mélodie s'échappe des fenêtres et vient se mêler au chant des oiseaux. C'est Amisabeau qui, comme chaque matin, emplit l'air de sa voix cristalline. Elle chante si bien que même les écureuils s'arrêtent de grignoter pour l'écouter. Mais Amisabeau est aussi réputée pour sa grande beauté et sa générosité. Alors, lorsqu'une rumeur annonce l'invasion des Valaisans, le sang des bergers ne fait qu'un tour. Ils se précipitent pour prévenir Amisabeau. Elle doit absolument s'enfuir pour se mettre à l'abri, car ils ne veulent surtout pas qu'il lui arrive malheur. Quand elle apprend cette terrible nouvelle, Amisabeau prend peur. Les bergers ont raison, elle doit quitter le château. Mais pour aller où? Elle réfléchit un instant, puis sourit. Elle qui aime tant la forêt et connaît ses moindres recoins, ira se réfugier au cœur de la forêt des Chavonnes. Mais comme toute grande dame qui se respecte, Dame Isabeau est très coquette. Alors, elle prend le temps de revêtir sa plus belle robe et de rassembler ses précieux bijoux dans un joli coffret. Bien sûr, elle sait qu'elle ne pourra pas le garder avec elle. Elle réfléchit donc à une cachette. Elle pourrait l'enterrer au pied d'un arbre, mais elle hésite. Lequel choisir? Ses grands yeux bleus balayent le paysage alentour et croisent soudain le bleu argenté du lac des Chavonnes. Aussitôt son regard s'illumine. La voilà ma cachette, se dit-elle. Comme hypnotisée par l'eau bleutée, elle s'approche doucement de la rive, puis, après l'avoir admirée une dernière fois, elle jette son coffret à bijoux au beau milieu du lac. Les esprits de la forêt, qui ont suivi pas à pas la gente dame dans son périple, ne résistent pas longtemps au charme de la belle Isabeau. Touchés par sa grâce et devinant sa bonté, ils décident d'un commun accord de l'adopter et d'en faire une fée. Désormais immortelle, elle n'a plus rien à craindre et peut tranquillement veiller sur son trésor. Jamais elle n'aurait imaginé, en quittant son château, qu'elle rejoindrait le monde merveilleux des fées. Elle tourne et virevolte dans sa robe de fée, puis tout à coup s'arrête. Elle vient de réaliser qu'elle est désormais dotée de pouvoirs magiques. Sa première pensée est bien sûr de protéger son cher trésor. C'est ainsi que les bandits de grand chemin et autres brigands qui tentèrent de repêcher le coffret à bijoux se retrouvèrent nez à nez avec un monstre blanc qui jaillissait de l'eau comme par enchantement. Au mieux, ils repartaient effrayés. Au pire, le monstre n'en faisait qu'une bouchée. Les nuits de pleine lune, certains racontent d'ailleurs qu'un monstre blanc s'élève dans la brume du lac des Chavonnes et danse en faisant résonner un chant envoûtant. Des curieux viennent des quatre coins du monde, espérant assister à son récital nocturne. Hélas, le monstre blanc n'est pas souvent au rendez-vous. Mais finalement, cela n'a pas grande importance, car tous les promeneurs vous le diront. Avec ou
ou sans monstre blanc, ce lac est étonnant. Alors laissez-vous éblouir et émerveiller par son éclat si particulier. Que vous le regardiez à la lumière du clair de lune ou sous le doux rayon du soleil, le lac étincelle. Et les diamants et pierres précieuses enfouis au fond de l'eau y sont sûrement pour quelque chose. Du temps où la reine Berthe filait. Au XXe siècle, dans les familles royales, on ne se mariait pas par amour, mais par intérêt, et chaque mariage était l'occasion d'étendre son territoire. C'est ainsi qu'en 922, le roi de Bourgogne Rodolphe II épousa Berthe de Souabe. Le roi n'était pas un mauvais mari, mais il avait un gros défaut. Il aimait la guerre et rêvait d'un royaume toujours plus grand. Berthe essaya de le raisonner. Pourquoi faire la guerre? Profitons de la vie et de nos enfants chéris. Hélas, Rodolphe ne l'écouta pas et repartit au combat. Malheureusement, cette guerre fut sa dernière. Veuve, la reine Berthe vivait désormais recluse avec ses enfants dans son grand château. Elle ne resta cependant pas seule longtemps. La même année, le roi d'Italie, Hugues d'Arles, la demanda en mariage. Elle ne l'aimait pas, mais elle accepta cette union pour placer sa famille sous la protection d'un roi. Les noces furent célébrées sur la côte vaudoise, à Égichon. À la cour du roi Hugues, la vie était difficile pour Berthe. Le roi n'était pas très attentionné envers elle. Tout ce qu'il aimait de Berthe, c'était son royaume. Il passait ses soirées à faire la fête en charmante compagnie et délaissait sa femme. Se sentant trahie et blessée, la reine Berthe partit se réfugier au monastère de Payerne. Elle n'espérait plus qu'une chose, être au calme et retrouver un peu de sérénité. Malheureusement, dans la région, le paysage n'était que désolation, car la guerre avait fait des ravages. Mais que s'est-il passé ici? S'exclama la reine Berthe. Les habitants lui expliquèrent qu'ils étaient victimes de la guerre, mais aussi des pillards qui les attaquaient régulièrement pour voler les derniers biens qu'il leur restait. Ces paroles touchèrent le cœur meurtri de la reine. Certes, elle était accablée par la tristesse, mais il y avait bien pire qu'elle. Ne supportant pas de voir le malheur s'abattre sur la région, la reine Berthe, généreuse et courageuse, décida d'agir et convoqua une armée pour éloigner les pillards. Une fois le calme revenu, elle se sentit apaisée, mais pas encore tout à fait sereine. La pauvreté était partout et touchait particulièrement les femmes qui se privaient de tout pour nourrir leurs enfants. La reine voulut leur venir en aide. Mes chers amis, leur annonça-t-elle, je vais vous apprendre à filer la laine. Vous pourrez ainsi gagner votre vie. De village en village, la reine Berthe parcourut des kilomètres à cheval pour dispenser ses précieux conseils. Des années durant, la reine Berthe poursuivit ses bonnes actions et fut accueillie partout telle une fée bienveillante. Elle avait bien fait de se réfugier sur ces terres, se disait-elle. La vie de Payerne était d'ailleurs si chère à son cœur qu'elle décida d'en reconstruire le monastère. Les travaux durèrent des années et sa fille Adélaïde poursuivit son œuvre pour donner vie à l'abbatiale de Payerne. Dans la région, on se souvient avec nostalgie de cette reine bienveillante. Une expression a même été créée pour lui rendre hommage. Du temps où la reine Berthe filait. Un temps où il faisait bon vivre.
Les épouvantails de Morges. À l'automne 1387 à Denain, l'atmosphère était tendue. Les vignerons étaient même très fâchés. Alors qu'ils s'étaient levés en chantant par une matinée ensoleillée, voilà maintenant qu'ils hurlaient à travers champs. Et pour cause, les belles grappes de raisin qu'ils s'apprêtaient à cueillir avaient disparu. Elles s'étaient volatilisées, ou plus exactement envolées. Car, en levant le nez vers le ciel, ils aperçurent les voleurs s'enfuir à tire-d'aile. Des centaines d'oiseaux piaillaient joyeusement après ce festin. Les oiseaux rassasiés allaient désormais se reposer dans les arbres fruitiers à côté, tandis que les vignerons pestaient encore contre ces oiseaux de malheur qui avaient ruiné leur récolte. Désespérés, les hommes décidèrent d'aller voir les seigneurs de Morges. Ils étaient réputés pour leur intelligence et avaient souvent de beaux conseils, disait-on. Ces derniers écoutèrent attentivement les plaintes des vignerons, puis s'exclamèrent: « Nous avons peut-être une solution. Prenez votre fourche et piquez une citrouille dessus. Mettez-lui un chapeau de paille, puis accrochez des morceaux de bois pour faire les bras et les jambes. Enfilez-lui une vieille chemise et un vieux pantalon que vous remplirez de paille. Vous aurez alors un magnifique épouvantail qui fera fuir les oiseaux. En échange de ce conseil, promettez-nous une chose. Vous nous apporterez chaque année une bouteille de votre meilleur vin. » « C'est promis, » s'écrièrent les vignerons, pleins d'espoir. Ils fabriquèrent donc des dizaines d'épouvantails en espérant que ce stratagème fonctionnerait. Et ce fut un succès. L'année d'après, aucun oiseau n'osa s'en prendre au raisin, trop effrayé à la vue des épouvantails. Les vignerons étaient si contents qu'ils en oublièrent la promesse faite au Seigneur. Les mois s'écoulèrent et l'année suivante, les vignerons s'apprêtaient à fêter leur nouvelle récolte quand un phénomène étrange se produisit. Les épouvantails se mirent à bouger et à faire du bruit comme s'ils étaient devenus vivants. Et ils en prirent aux vignerons, les empêchant d'accéder à la vigne et de récolter le raisin. L'un des malheureux, Agénor, courut demander de l'aide au Seigneur. Quand il arriva, ces derniers étaient attablés en compagnie d'un moine. Celui-ci rappela à Agénor que les vignerons n'avaient pas tenu leur promesse et qu'ils étaient victimes d'une malédiction. Agénor se repentit et promit que chaque vigneron apporterait une bouteille de son meilleur vin. Alors retourne au village, conseilla le moine, et cherche un épouvantail plus grand que les autres. C'est le roi des épouvantails. Emmène-le de Denain à Morges dans un cortège et brûle-le sur la place. La malédiction prendra ainsi fin. Agénor retrouva les autres vignerons. Ils firent exactement ce que le moine avait dit, et plus jamais ils n'oublièrent d'honorer leur promesse. Depuis ce jour, les vignes prospèrent à Denain. Les raisins y sont bons et gros, et le vin y coule à flot. Mais quelques épouvantails, inoffensifs ceux-là, traînent encore par-ci par-là. Alors, si vous passez par Denain, ouvrez l'œil. Les fées et les elfes de la vallée de Joux. Jadis, la vallée de Joux était peuplée de fées et d'elfes. Cet endroit était un véritable paradis. Quand la neige recouvrait le paysage en hiver, les elfes jouaient à saute-mouton avec les flocons. Et dès que le printemps pointait le bout de son nez, les fées saupoudraient d'une pincée de bonne humeur les bourgeons qui se changeaient en fleurs. À l'arrivée de l'été, les elfes se rafraîchissaient dans le lac en s'éclaboussant gaiement. Puis en automne, les elfes et fées repeignaient bois et forêts dans des tons dorés, pourpres et orangés. Comme la vie était douce dans cette contrée,
vallée aux 4 enchanteurs allait bientôt connaître un terrible malheur. L'alerte fut donnée par une biche qui arriva tout essoufflée devant les palais des fées. Elle voulait parler à l'ensemble de la communauté. La reine convoqua aussitôt fées et elfes, et tous écoutèrent bouche bée ce que la biche avait à leur raconter. Alors que je combattais dans les bois, j'ai entendu un bruit étrange. Ça ne pouvait pas venir d'un animal, ni d'une fée, et encore moins d'un elfe ou d'un lutin. Je me suis approché discrètement, et je les ai vus, grands, énormes, féroces, avec de grosses mains cruelles qui sciaient les arbres. Des bûcherons, s'écria l'animal. Ce bruit, c'était donc les arbres qui criaient, s'inquiéta une petite fée. Il ne faut pas nous alarmer. Peut-être pourrions-nous discuter avec ces hommes, ajouta une autre, et leur montrer comme la nature est belle. Mais la reine des fées stoppa tous les discours. Il n'y a pas une minute à perdre. Les arbres sont en danger, mais aussi les fées, les elfes, les lutins et tous les petits animaux de la forêt. Nous devons en avoir le cœur net. La reine s'envola aussitôt, accompagnée par quelques fées. Elles suivirent les bruits de scie et s'approchèrent pour observer les bûcherons. Les pauvrettes en eurent le cœur tout retourné. Ces hommes coupaient les arbres en sifflotant. L'un d'eux frappa même une abeille qui tournicotait autour de lui. N'avait-il donc aucun savoir-vivre? Il marchait sans regarder où elle posait les pieds, écrasant pâquerettes et champignons. Et quand un vol d'oiseaux passa dans le ciel, aucun d'eux ne leva la tête pour les admirer. Les filles en avaient assez vu. Elles rentrèrent aussitôt dans leur palais et commencèrent à faire leurs valises. Très vite, la nouvelle se propagea dans la forêt. Les fées construisaient un nouveau palais, là où les hommes ne les retrouveraient jamais, au fond du lac de Joux. C'est là qu'elles recréèrent un petit paradis pour que les fées, les elfes, mais aussi les lutins et les animaux puissent vivre en harmonie avec la nature. Le lieu exact de ce palais est tenu secret, mais si vous êtes un amoureux de la nature et que vous ouvrez l'œil, vous pourrez apercevoir la surface de l'eau scintiller. Ce sont les fées